Salut les amis, c'est pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va jouer, je sais plus comment il s'appelle le jeu, mais c'est genre un jeu où tu chantes. Oula, déjà ça va vite. Là je suis sur un jeu genre mode 6-7. Général du groupe dans une chemise manille marquée priorité basse. Le résumé tient en 3 paragraphes. Le schéma ressemble à quelque chose tiré d'un manuel de machine de siège. La plupart des officiers le lisent une fois, puis le mettent de côté. L'un le traite de médiéval en face. Un autre suggère que True Love ferait mieux de s'en tenir au vidange et à la pression des pneus. Mais le commandant Voilà, je suis mort. a vu trop d'avions brûler avant le petit déjeuner. Il accorde à True Love 72 heures et tous les matériaux de récupération que la base peut épargner. Si cette histoire vous importe, appuyez sur Like et abonnez-vous. Wilfred Trelove a grandi à l'ombre de la cathédrale de Canterbury, où son père réparait des horloges, engrenages et ressorts, échappements et contrepoids. La logique de l'énergie stockée puis libérée. Ah c'est dur, ah voilà c'est dur. Non je vais perdre. À 16 ans, il était apprenti chez un ingénieur automobile à Maidstone, apprenant comment les moteurs à combustion transforment le carburant en mouvement. Il rejoint la RAF en 1936, non comme membre d'équipage. Oh yes, oh j'ai de la chance. Le service avait besoin d'hommes qui comprenaient la fatigue des métaux et la pression hydraulique, d'hommes capables de lire un schéma et de le traduire en réparation de terrain avec 3 outils et un bout 61 VS 6-7, c'est quoi ça? Le genre d'aviateur qui remarquait lorsqu'un boulon était trop serré. C'est quoi 61? 6-1 6-7 6-1. Il pouvait écouter un moteur et diagnostiquer un magnéto défaillant. Il pouvait sentir un câble de commande et savoir qu'il céderait dans 2 sorties supplémentaires. Son carnet de vol était rempli de notes en marge, de croquis et de petites innovations qui ne figurèrent jamais dans les rapports officiels. Bon, c'est chiant les pubs, je sais. Il observait simplement. Et au printemps 1940, ce qu'il observa, ce fut le gaspillage. Des avions détruits non pas au combat, mais dans moi je suis 6-7. Oh ouais, trop bien. Des pilotes tués alors qu'ils étaient encore au sol. Le calcul était brutal. L'Allemagne pouvait remplacer des bombardiers plus vite que la Grande-Bretagne, ne pouvait remplacer des chasseurs. Et les chasseurs mouraient le plus vite lorsqu'ils ne pouvaient pas riposter. Trulov commença à passer ses soirées à marcher le long du périmètre de l'aérodrome. Il étudiait les angles d'approche, notait le terrain, observait comment les avions ennemis arrivaient à ras des arbres, bas et rapides, utilisant le soleil du matin comme couverture. Il se posa une question d'horloger. Qu'est-ce qui arrête le mouvement avec le plus d'efficacité? La réponse était ancienne. Plus ancienne que l'aviation, plus ancienne que les moteurs. C'était la tension et l'inertie. Une barrière qui transforme la vitesse en catastrophe. La Luftwaffe possède l'initiative. Voilà le problème qu'aucune doctrine ne peut résoudre. Les pilotes allemands choisissent quand et où frapper. Les pilotes britanniques réagissent. Réagir demande du temps. Le temps exige la survie. Et survivre au printemps 1940 se joue à quelques secondes. Le Fighter Command essaie tout. On installe les équipes au sol dans des abris anti-souffle plus proches de la piste. On prépare les avions vélos. Oh non, j'espère que le prochain je suis encore 6-7. Les mécaniciens à dormir dans les cockpits pendant les périodes d'alerte maximale. Rien ne change l'équation. Un Messerschmitt piquant. Oh, j'en ai marre des pubs là. La distance entre la lisière, arbres et le tarmac en moins de 20 secondes. Un Hurricane a besoin de 90 secondes, rien que pour rouler jusqu'à sa position de décollage. Les ingénieurs proposent des défenses actives, des batteries anti-aériennes autour du périmètre, des générateurs de fumée pour masquer le terrain, des avions factices en bois et en toile. Tout est mis en œuvre. Tout se révèle insuffisant. Les canons AA ne peuvent pas suivre des chasseurs volant à basse altitude, zigzagant à travers leurs propres flaques. La fumée dérive avec le vent et aveugle les pilotes amis aussi souvent que les ennemis. Les leurs fonctionnent une fois, peut-être 2, avant que les photographies de reconnaissance ne les trahissent. Les manuels doctrinaux n'offrent aucune réponse. La guerre aérienne est encore trop récente. Il n'existe aucune étude de cas pour ce type d'attrition. Des théoriciens de la marine suggèrent d'étudier les fortifications côtières. Des officiers de l'armée recommandent des champs de mines. Mais les mines ne font pas la différence entre un Spitfire et un Stuka.
et une base aérienne Ouais, je fortifiée suis trop n'est qu'une fort, force moi. aérienne clouée au sol. Lors d'une conférence de secteur à la fin d'avril, un groupe capitaine de Tangmer résume la situation en 8 mots. Nous perdons plus d'avions au sol qu'en l'air. La salle devient silencieuse. Tout le monde sait que c'est vrai. Personne ne sait quoi faire. True Love n'est pas à la conférence. Il est à Kenley, en train de rédiger sa proposition au dos d'une liste de contrôle de maintenance. Son idée n'est pas élégante. Elle n'est pas moderne. Elle viole l'esthétique de la guerre aérienne, Ok, mais les gars, elle je me repose prépare. sur une physique plus ancienne que le vol lui-même. Il apporte le dessin à son officier commandant un mardi matin. Le commandant de secteur, le Wing Commander Thomas Prickman, l'étudie pendant 30 secondes. Puis il relève la tête et demande à True Love s'il est sérieux. True Love répond que oui. Prickman lui demande s'il comprend à quoi cela ressemble. True Love répond que oui. Le dessin montre une grille de câbles d'acier tendue à travers. Le terrain d'aviation a des intervalles précis. Chaque câble est ancré à des blocs de béton enterrés et mis sous tension par des ressorts automobiles suspendus à environ 45 cm au-dessus du sol, fins pour se fondre dans l'herbe. Conçu pour être relevé ou abaissé en moins de 10 secondes grâce à un système de poulies actionnées depuis des tranchées couvertes à la lisière du terrain. Le concept est simple. Lorsque des avions ennemis approchent, les équipes au sol tirent brutalement sur les câbles. Ils s'élèvent à près de 2 mètres. Tout chasseur arrivant à vitesse de mitraillage heurte le fil et se désintègre. Je l'ai écrasé, les gars. Les ailes se froissent. Les fuselages basculent vers l'avant et s'embrasent. Les attaquants se détruisent d'eux-mêmes. La RAF n'a rien à faire, sinon attendre. Prickman s'inquiète des appareils amis. True Love explique le système de tension. Les câbles restent plaqués au sol pendant les opérations normales. Les pilotes roulent dessus sans même les remarquer. Ce n'est qu'en cas d'attaque qu'ils se dressent. Je n'ai ma casquette là. Peuvent faire la différence entre un Spitfire et un Messerschmitt. À 1500 yards. Voilà. Assez de temps pour décider, assez de temps pour tirer. Le Wing Commander reste sceptique, mais il est à court de solutions. Il accorde à True Love 3 jours et l'accès au parc automobile. True Love recrute 4 mécaniciens et un soudeur. Il récupère du matériel dans un entrepôt bombardé à Cudon, des câbles d'acier sur un chantier, des ressorts sur des camions détruits, du béton dans un dépôt des travaux publics. D'autres officiers entendent parler du projet. Certains rient. Un lieutenant du génie qualifie l'ensemble de machines médiévales indignes d'une force aérienne moderne. Un chef d'escadrille affirme que True Love gaspille un temps précieux qui devrait être consacré à de vraies défenses. True Love ne répond pas. Il continue simplement à travailler. Jeudi, le premier câble est tendu sur une section inutilisée de la voie de circulation sud. True Love teste les poulies, regarde le câble jaillir vers le haut, mesure la hauteur, ajuste la tension des ressorts, puis recommence. Une petite foule se rassemble. Personne n'y croit vraiment, mais personne ne l'arrête non plus. Vendredi, 04h00, True Love et son équipe terminent l'installation. 16 câbles tendus à travers l'axe principal d'approche, chacun ancré à ses deux extrémités, chacun relié à un poste de poulie central dissimulé dans un emplacement de sac de sable à 30 yards du bord de la piste. L'ensemble du système pèse moins de 800 livres et n'a coûté absolument rien à la RAF. Chaque composant est de récupération. À 05h30, la salle des opérations du secteur reçoit une trace Il est radar. trop dur celui-là. Arrivant du sud-est. Basse altitude, grande vitesse. Temps estimé jusqu'à Kendall. 8 minutes. La cloche d'alerte retentit. Les pilotes se précipitent. Les moteurs toussent puis rugissent. True Love se positionne dans la tranchée des câbles avec 2 hommes du personnel au sol. J'en ai marre là de la pub CapCut, on a tous compris là. Six Messerschmitt Bf 109. En formation lâche, finger four. Volant à 15 mètres du sol. Ils franchissent la clôture du périmètre et ouvrent le feu. Les obus de canon labourent l'herbe. Les traçantes filent vers les Hurricanes stationnés. Le pilote de tête ne voit pas les câbles. Son ailier non plus. Le premier Messerschmitt heurte le fil à 280 nœuds. Le câble ne rompt pas. Il se plie, absorbe l'énergie puis se détend brutalement. L'impact est instantané.
l'hélice se désintègre. Des éclats de pales perforent le capot moteur. Le chasseur pique du nez et culbute à travers le terrain. Les réservoirs de carburant se rompent. Une explosion de feu orange et noir jaillit. Le deuxième appareil frappe 3/10 de seconde plus tard. Même résultat. Le troisième tente de cabrer. Trop tard. Le câble accroche le train d'atterrissage. L'avion se retourne sur le dos et s'écrase dans la terre. À 200 nœuds. Les quatrième et cinquième pilotes voient le carnage et virent à gauche. Mais t'es sérieux là, j'en ai marre moi. Tous deux accrochent le fil avec le bout des ailes. Les gouvernes se déchirent. Les deux chasseurs partent en spirale et s'écrasent au-delà de la Vas-y, lisière frère, des ça arbres. saoule. Le sixième pilote vire brutalement à droite et s'échappe. Il monte, décrit un cercle, puis repart vers le sud-est sans tirer un seul coup de plus. L'engagement entier dure 11 secondes. Au sol, True Love et son équipe abaissent à des câbles. Le terrain est jonché d'épaves. 5 cratères, 6 incendies de carburant, Je 0 m'en perte fous, je d'éclats. regarde juste une pub pour... Roulent à travers les débris et décollent dans un voilà. ciel déjà Sinon débarrassé de c'est toute chiant là. menace. Les pilotes ne savent pas encore ce qui s'est passé. Ils l'apprendront plus tard. Pour l'instant, ils monnaient simplement. Le Wing Commander Frickman parcourt les sites de crash avec un carnet. Il compte les points d'impact, mesure les champs de débris, interroge les observateurs dans la tranchée. Puis il téléphone au quartier général du groupe et leur demande d'envoyer immédiatement une équipe technique. Il leur dit que True Love avait raison. À midi, des photographies des épaves sont déjà sur les bureaux du Fighter Command. Le soir même, une équipe d'ingénieurs de Farnborough arrive pour inspecter le système de câble. Le dimanche, True Love est convoqué à Bentley, priori pour présenter son dispositif à l'Air Chief Marshal. Hot Dowding en personne. Dowding écoute sans l'interrompre et pose 3 questions. Combien cela coûte-t-il? En combien de temps peut-on l'installer? Combien d'avions a-t-il sauvé? True Love répond, point par point. Négligeable. 48 heures. 6 jusqu'à présent. Peut-être plus si la nouvelle se répand et si la Luftwaffe change de tactique. Dowding approuve la mise en œuvre immédiate sur 12 terrains d'aviation avancés. Il confie à True Love la supervision du programme, lui accorde une équipe de 6 personnes et l'autorise à réquisitionner du matériel dans n'importe quel dépôt du sud de l'Angleterre. True Love salue et retourne à Kenley. Il ne célèbre pas. Il y a trop de travail. En l'espace de 2 semaines, des barrières de câbles sont installées à Biggin Hill, Tangmere. Mais frère, j'en ai marre. Chaque système est adapté au terrain local. Certains utilisent des fossés de drainage Il est naturel hyper pour dur faire celui-là. D'autres cachent les poulies à l'intérieur de fausses meules de foin. Les matériaux restent de récupération. Le coût reste nul. Le renseignement de la Luftwaffe remarque le changement début juin. Ça va trop vite. Montre des motifs inhabituels au sol près de plusieurs aérodromes. Des pilotes signalent des obstacles inattendus lors d'attaques à très basse altitude. Un rapport après action décrit des pièges de piste ressemblant à d'anciennes fortifications. Les planificateurs allemands s'adaptent. Ils ordonnent aux chasseurs d'attaquer depuis une altitude plus élevée ou d'éviter complètement les phases de mitraillage. Cet ajustement Oh, j'en ai marre. Les Messerschmitt contraints d'attaquer d'en haut perdent en précision. Les bombes manquent leur cible. Les tirs de canon se dispersent. Les chasseurs de la RAF sont en l'air avant que le tir ne commence. Le problème du décollage d'urgence ne disparaît pas, mais sa létalité chute de 40% sur les terrains équipés. Les journaux de maintenance en témoignent. Moins d'avions réformés. Moins de victimes parmi le personnel au sol. Moins de matinées à nettoyer le sang des cockpits. Le système de True Love n'est jamais produit en série. Il n'en a pas besoin. À la mi-été, la Luftwaffe déplace son effort vers le bombardement de jour. La bataille d'Angleterre commence véritablement. Les attaques tactiques en rase-motte deviennent secondaires. Les barrières de câbles restent en place, mais sont moins utilisées. Certaines sont retirées pour permettre l'extension des pistes. D'autres rouillent Mais il est facile silencieusement dans les celui-là. entrepôts. Mais le concept se diffuse. Des ingénieurs en Afrique du Nord adaptent le dispositif aux pistes désertiques. Le Coastal Command en teste une version utilisant des filets maritimes. Les Américains l'étudient lors d'exercices d'entraînement en 1942. Cela ne devient jamais une doctrine. Cela reste une solution de terrain, une réponse ingénieuse à un problème passager. Exactement ce que cela devait être. L'histoire officielle du Fighter Command de la RAF. 6-7, 6-7, hey, 6-7, hey, 6-7, hey, 6-7, hey, 6-7. Son dossier reste enfoui dans les archives de maintenance jusqu'aux années 1970.
Lorsqu'un étudiant de troisième cycle, étudiant les défenses des aérodromes, découvre les rapports d'incidents et en remonte la trace jusqu'à Kennedy. Wilfred Trulove ne vola jamais au combat, ne tira jamais un coup de feu dans la colère, ne reçut jamais de médaille qui fit les journaux. Il prit sa retraite de la RAF en 1946 avec le grade de squadron leader et retourna à Canterbury. Il ouvrit un petit atelier de mécanique près de la cathédrale, répara du matériel agricole, fabriqua des outils sur mesure, mena une vie discrète. Il mourut en 1983. Sa notice nécrologique dans le journal local mentionnait brièvement son service dans la RAF, sans évoquer les câbles, sans évoquer les chasseurs qui ne rentrèrent jamais chez eux. Après ses funérailles, sa famille retrouva les dessins originaux dans une boîte à outils. 6-7, Ils les donnèrent à l'Imperial War Museum. Le musée les classa dans un tiroir intitulé Modification de terrains divers. Mais la logique, elle, a survécu. Trulove avait compris quelque chose que beaucoup de stratèges avaient manqué. L'innovation n'avance pas toujours vers l'avant. Parfois, la solution à un problème moderne réside dans un principe ancien appliqué avec précision. La tension, l'inertie, la physique qui consiste à arrêter le mouvement avant qu'il ne devienne destruction. Il n'a pas réinventé la guerre. Il a simplement remarqué ce que d'autres avaient ignoré. Que la vitesse est une vulnérabilité autant qu'un atout. Que le sol... Baie de Gênes, mai 2010. Un plongeur italien découvre l'épave étonnante d'un U-boat. Presque intacte, plantée à 120 mètres de profondeur, elle soulève de nombreuses questions. De quel navire s'agit-il? Dans ces eaux, une équipe de plongeurs et d'historiens se mobilise pour découvrir Oh, j'en ai marre. 70 ans plus tôt, des meutes de ces sous-marins allemands écument les mers et attaquent sans relâche les navires de ravitaillement alliés. Véritables prédateurs, on les surnomme la compagnie s'empare de leurs exploits et font de leurs hommes d'équipage des soldats hors du commun. Depuis cette époque, les U-boats ont gardé leur réputation de navires invincibles. Pourtant, les recherches sur l'épave de Gênes vont révéler une réalité bien différente. Quel est ce sous-marin disparu au large des villes de Gênes et de la Spezia? Pour Roberto Rinaldi, ancien plongeur des équipes Cousteau, aujourd'hui cinéaste et habitué des grandes profondeurs, la découverte de cette épave est la promesse d'une nouvelle aventure. Dans la plongée sous-marine, il y a toujours beaucoup de légendes autour des sous-marins. Et un jour, un pote, Lorenzo de Veneziano, il m'appelle qu'ils avaient trouvé un sous-marin. En fait, un sous-marin dans les eaux de Portofino. Il m'a invité pour faire plongée ensemble. Et bah, j'étais étonné parce qu'en fait, je m'attendais à tout, sauf que trouver un sous-marin planté dans la base avec les traves vers la surface, ça m'est jamais arrivé. Pour découvrir l'identité de ce navire, Roberto a décidé de faire appel à Aldo, Marco et Gabriele, des plongeurs très expérimentés, qui ont déjà participé à de nombreuses campagnes sous-marines. 880, c'est sérieux L'épave là. est difficilement accessible. Elle repose par 120 mètres de fond, une profondeur où les hommes n'interviennent presque jamais, car les plongées, bien que très courtes, y sont extrêmement dangereuses.
pressions marines ont partiellement pris possession de l'épave et masquent d'éventuels indices. Pas de numéro peint sur la coque, ni sur la tourelle. Aucun signe distinctif. L'accès à l'intérieur de la coque est par ailleurs impossible. Des tôles enchevêtrées bloquent l'entrée du navire. L'épave de la baie de Gênes ne dévoile pas facilement son histoire. Pour avancer dans leur quête, Roberto et Aldo décident d'associer de nouvelles compétences à leur équipe. Passionnés de sous-marins, Luc et Mark Brouwer sont les conservateurs du Grand Blocos, un musée consacré aux murs de l'Atlantique qu'ils ont créé dans le plus important ouvrage défensif allemand de la côte atlantique. Je pense vraiment qu'à la fin du conflit, tout le monde avait une envie, c'était oublier cette tragédie, tourner la page, et l'intérêt des U-boats et de ces instruments était si on avait pu les raser à l'époque, on les aurait rasés. Juste parce qu'on avait envie d'oublier cette très mauvaise histoire qui avait fait tellement de victimes, que bon, il a fallu qu'il se passe des années pour qu'on se dise, tiens, finalement, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là, pourquoi ça traîne là et à quoi ça sert. Dans les salles de ce musée insolite, de nombreux objets témoignent de l'histoire des sous-marins allemands. Quand Roberto Rinaldi a appelé Mark et Luc Brouwer, les deux frères n'ont pas hésité une seconde. Cette histoire d'épave, ils l'attendaient depuis de nombreuses années. Alors, ce qui passionne dans cette recherche, c'est de reconstituer tout le parcours du sous-marin, depuis son lancement jusqu'à sa perte, et de faire avancer vraiment l'histoire sur un sujet comme ça qui a été oublié. C'est passionnant de se dire on va être pas seulement des spectateurs de l'histoire, mais des acteurs de l'histoire. Oh là 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 là. Oh. Dès leur arrivée en Italie, Marc et Luc ont souhaité visionner les images de l'épave. C'est sur les hauteurs de Gênes qu'ils vont les découvrir pour la première fois. Non, on va très bien et on voit très bien aussi la forme du pont qui se Ce qui serait intéressant maintenant, vraiment, pour aller au bout de la découverte, ce serait de pouvoir identifier, de savoir quel est le numéro de ce sous-marin, et ainsi on pourra renforcer toute son histoire et pourquoi il est arrivé ici dans la spéciale. Qu'est-ce qu'il faut qu'on aille chercher en particulier pour être sûr? Il faudrait essayer de couper le filet et de voir s'il y a des numéros sur le canot ou arrière. Ouais, ça marche. Ça marche. Les historiens ont demandé à Roberto et Aldo de se concentrer sur le canon, situé à l'arrière du navire. L'identifier permettrait d'avancer plus facilement dans l'enquête. Mais à 120 mètres de fond, les contraintes de la plongée sont énormes. Roberto va plonger, 3 minutes de descente, 15 minutes sur les tables, et après, minimum 3h30 de palier, de remontée très lente pour pouvoir faire surface. Apparemment, les premières images montraient qu'il y avait une espèce de magma qui filait, donc est-ce qu'ils auront le temps de le dégager? On ne sait pas. Ah, j'en ai marre.
bateaux se rendent compte qu'ils n'arriveront pas à dégager le canon de l'emprise des filets. Les courants sous-marins les ont enroulés autour de l'arme. Ils ne peuvent donc pas découvrir le précieux numéro et permettre ainsi à Luc et Marc d'identifier le navire. On a essayé de découper, mais Il y en a partout. 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 Il y en a d'anciens, de nouveaux. Il y a des câbles. C'est le temps, c'est court. c'est beau, hein. Allez, frère, je vous aime. Allez, frère. L'échec de la plongée de Roberto et Aldo marque le départ d'une nouvelle enquête. Marc et Luc Brouwer ont décidé de consulter les archives militaires allemandes. Cette fois, la chance va leur sourire. Une question importante. Sur les 62 navires entrés en Méditerranée, seuls 3 Mais wesh. et la dernière position connue de l'A2, le U-455, se situe très près de Gênes. Pour Luc et Marc, cette information est capitale, car il existe en Allemagne un endroit où on peut trouver Ah de non, pas nombreuses ça, non, informations non, sur non. les U-boats. Le centre d'archives de Cuxhaven conserve la totalité. Charleston, Caroline du Sud, printemps 1860. 7 femmes de la haute société se réunissent chaque mardi après-midi dans le salon de Madame Helena Beaumont. Officiellement, elles forment un cercle de broderie et de lecture biblique. La réalité est tout autre. Ces épouses appartiennent aux familles les plus respectées de la ville. Leurs maris dirigent des plantations, siègent au conseil municipal. Le 15 mars Mais je sais pas si vous avez vu là, on voit le visage de 6-7 un peu. L'année est 1940. Là, là, là. Le monde brûle avec la plus grande guerre. Les gars, dites-moi si je suis fort en commentaire. N'hésitez surtout pas à me dire. Merci. Même si vous me dites que je suis nul, c'est pas grave. Hein. En vrai, je viens de démarrer le 15 jeu. septembre 1940, 11h47 du matin. 23 000 pieds au-dessus du Kent, Angleterre. Le chef d'escadron Douglas Bader incline fortement vers la gauche son Hawker Hurricane, alors que des balles traçantes traversent l'espace occupé par son cockpit une seconde plus tôt. Le Je Messerschmitt recommence parce PF-109 qu'elle est trop derrière bien lui celle-là. a déjà tué 2 de ses pilotes ce matin. Bader ne peut pas le voir. J'en ai marre le truc CapCut. C'est tout le temps le même là. Au cours des 4 premiers mois de la bataille, Je sais pas si vous entendez la musique du jeu. Parce que j'ai mon Nous casque. sommes le 11 septembre 1883. Sous le feu incessant de l'artillerie ottomane, les structures des l'hippopotame suffit à rendre toute la rivière prudente. À chaque remontée à la surface, il aurait des milliers de kilos de puissance musculaire. Un simple mouvement peut rétablir l'ordre. Ça décide, hein, Pas en ça. avant suffit pour que toutes les autres Ça fait d'arrêt. créatures Ah oui, ça, oui. Putain. On peut dire que les autres, ils partent. Hein. Dans la nature, nul ne conteste l'autorité de ses Ils fuient, hein, les autres. Hein, l'invasion. Ce n'était pas une nouvelle arme d'acier ou de feu qui a sauvé l'Europe de la plus grande armée que le monde ait jamais vue. C'était quelque chose que les cavaliers des steppes n'avaient jamais vraiment affronté auparavant. Quelque chose qui ne bougeait pas, ne criait pas et ne saignait pas.
Quand on parle de machines militaires inarrêtables, peu d'histoires capturent mieux Mm. cette idée que ce qui s'est passé en Europe en 1241. Aucune force n'avait jamais bougé aussi vite, ni frappé avec une telle précision. Les Mongols ont tout fracassé sur leur passage, et pendant un temps, il semblait que rien en Europe ne pouvait leur résister. Des royaumes entiers sont tombés en quelques semaines, mais ce qui est encore plus fascinant, c'est la façon dont cette domination initiale allait finalement rencontrer ses limites. Si vous aimez apprendre comment la stratégie, la technologie et la pure détermination En humaine vrai, il est façonnent stylé, l'histoire, 6-7 là, mais cliquez sur là, ce il est un bouton peu moche en vrai là. et rejoignez-nous. Mais il est stylé quand Alors même. aujourd'hui, posons la question. Quelle était la véritable arme secrète qui a détruit les Mais Mongols c'est qui lors de 6-1? l'invasion C'est de qui l'Europe? 6-1? Comment C'est lui là? l'Europe a-t-elle pu vaincre les cavaliers les plus Je puissants cherchais de la après Terre? sur Et que 6-1 sur s'est-il passé YouTube. lorsque les Mongols sont revenus J'ai cherché pour 6-1 découvrir un après continent prêt sur à les YouTube. affronter? 6-1. Commençons par la façon dont les Mongols ont totalement écrasé les meilleures armées que l'Europe avait à offrir. L'essor de l'Empire mongol n'était pas un accident. Hein? C'est les yeux qui repleurent. Hein? Les yeux qui repleurent. Ah, encore. Ils avaient des ponts, des chariots et même quelques fortifications. Mais les Mongols, dirigés par Subutai, sans doute l'un des plus grands esprits militaires de l'histoire, ont exécuté un encerclement quasi parfait. Voilà. Ils ont attaqué de plusieurs directions à la fois, traversant la rivière de nuit à l'aide de ponts flottants. Ils ont lancé des volées de flèches Ok, qui ont là déchiré les lignes de frago, là défense avant même que la charge principale ne commence. Et quand les Hongrois ont cru que les Mongols battaient en Encore 2 fois et la vidéo s'arrête. Des images à virtuelles. l'aube, le champ de bataille était un chaos. Des dizaines de milliers de soldats. Franchement, j'en ai marre des pubs. Hein. Désolé si vous en avez marre des pubs. Il n'y a pas que vous, il y a moi aussi. Hein. Et où leur plus grand avantage leur échappait. Je m'en fous des pubs là, allez Les là. commandants mongols calculaient s'il fallait attaquer une forteresse. Ils effectuaient souvent ce qu'on appellerait une analyse coût-avantage. Si cela devait prendre trop de temps ou nécessiter trop d'hommes, ils contournaient simplement la cible et passaient à une proie plus facile. Les chiffres rendent cela limpide. Prenez le siège de Xiangyang en Chine par exemple, l'une des villes les mieux défendues au monde à l'époque. Les Mongols ont dû engager plus de 100 000 soldats et passer plusieurs années à construire de nouveaux engins de siège pour finalement la faire tomber. Maintenant, comparez cela à toutes leurs forces d'invasion en Europe en 1241. Les estimations varient entre 60 000 et 80 000. Juste un autre soldat démonté à pied, dépouillé de sa vitesse et de sa puissance de choc. Dans un siège ou une position défensive, ce seul changement pouvait décider de la bataille. Mais bien sûr, les armes seules ne suffisaient pas. La plus grande force des Mongols était la mobilité, leur capacité à contourner les obstacles et à attaquer depuis des directions inattendues. Les défenseurs devaient donc rendre cette mobilité inutile. C'est là que les obstacles anti-cavalerie sont intervenus. Des choses comme le cheval de frise. Imaginez un cadre en bois couvert de pics comme une barrière géante en forme d'étoile qui pouvait être roulée en position pour bloquer une ouverture ou protéger un point faible du mur. Ce n'était pas seulement une idée européenne. Ses origines remontent jusqu'à la Chine ancienne, 79 où des erreurs. dispositifs similaires Faut que je fasse au moins en dessous entre 1 et 50 erreurs. Parce que sinon là, voilà. chargé dans l'une de ces zones défensives, Allez, encore une pouvait fois. briser la formation. Et Et une fois que c'est cela bon. arrivait, une volée de carreaux d'arbalète finissait le travail. Et si les Mongols parvenaient à mettre pied à terre et à combattre à pied, c'est là que les armes d'astre, les lances, les piques et les ranceurs entraient. La plus riche et la plus importante de la Hongrie médiévale. Allez là. La citadelle d'Esztergom est restée debout. Alors que les Mongols poursuivaient le roi Béla IV vers l'ouest, ils sont entrés en Croatie et dans les terres accidentées de la Dalmatie. Et ici, la géographie elle-même s'est retournée contre eux. Le paysage dalmate était un cauchemar pour les cavaliers. Montagnes escarpées, cols étroits, vallées rocheuses. Le terrain qui leur donnait autrefois la liberté de bouger et de frapper est devenu un piège. Leurs chevaux ne pouvaient pas galoper. Leur formation se brisait.
Et pire encore, les combattants croates locaux utilisaient les montagnes à leur avantage, tendant des embuscades aux colonnes mongoles dans les défilés étroits. Les pertes montaient rapidement. Au printemps 1242, les Mongols ont atteint les forteresses de pierre de Clis et Trogir, perchées haut au-dessus des vallées. Ces bastions étaient comme des forteresses médiévales dans le ciel, construites sur des falaises élevées, impossibles à encercler complètement, et tenues par des défenseurs qui connaissaient le terrain mieux que quiconque. Lorsque les Mongols ont tenté de prendre Clis d'assaut en mars 1242, ils ont rencontré une résistance féroce. Les murs de la forteresse, encore une fois en pierre solide, ont résisté bombardement après bombardement. Les attaquants ont été repoussés, subissant de lourdes pertes. Trogir a tenu bon aussi. 77, c'est C'était la même nul. histoire partout. La pierre tenait, et les cavaliers des steppes saignaient pour chaque pied de terrain. Et c'est alors Bon, que la c'est pas réalisation a grave. fait son chemin. Les Ils amis, pouvaient brûler j'espère des que cette villages, vidéo ils vous pouvaient a massacrer rappelé. des armées. Mais ils ne C'était pouvaient le pas petit garder ce qu'ils Tom. avaient. C'était non, Tom Les Roblox. richesses,